Bon, bonsoir à tous. Moi, c'est Julie D. Je vais vous présenter rapidement Ipon qui on est. Donc, nous, on est un cabinet d'expertise IA. IT, non IA. Donc, on a différentes practices. Donc, on travaille sur de la data, sur de l'IA, du DevOps, de l'architecture, du produit, du design et du mobile. Donc, voilà. Donc, on est 600 collaborateurs. On a 8 agences en France. Et voilà. Je vous présente assez rapidement qui on est. Et on va passer directement au principal. Donc, quel est le use case quel est l'objet de notre discussion? Donc, on travaille pour un client qui est, je ne peux pas le citer, mais qui est un distributeur de publicité. Et ce client a des panneaux digitaux. Donc, vous savez, c'est les fameux panneaux digitaux que vous voyez dans les bars, dans la rue, des fois même dans les toilettes. J'en ai déjà vu dans les bars, dans les toilettes de bars. Et ce client va mettre aux enchères ces panneaux digitaux. Donc, vous qui voulez afficher votre publicité sur ce panneau digital, vous avez la possibilité d'enchérir pour avoir la possibilité d'afficher votre publicité à une certaine heure, à un certain moment, à un certain endroit. Et ce qui se passe, c'est que ce client va faire ses enchères. Donc, il y a un système automatisé d'enchérissage. Et une fois que l'enchère est validée, donc achetée par l'entreprise concernée, elle transite. Et c'est là que le problème apparaît, c'est qu'on a des problèmes de data quality. Donc, on voit qu'il y a des erreurs sur la data. Et à ce moment-là, l'enchère est annulée. Donc, ce qui fait forcément perdre beaucoup d'argent aux clients. Et c'est là qu'on intervient. C'est que la mission globale dans son ensemble consiste à créer un moteur de règles pour détecter et annoter et non corriger les problèmes de data quality. Donc, on a un moteur de règles en Java. Et l'idée avec l'IA, c'est d'en plus d'avoir un moteur de règles, parce qu'un moteur de règles, ça s'entretient, ça se maintient plutôt, devrais-je dire. L'idée, c'est d'avoir un microservice IA qui va permettre de générer des règles à partir de langage naturel. Donc vous êtes utilisateur métier, vous ne savez pas trop coder, mais vous avez envie d'ajouter une règle. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez sur l'interface, vous écrivez votre règle en langage naturel, et ça va vous générer le code qui va bien, et qui ensuite sera intégré au moteur de règles. Voilà, donc nous, notre enjeu, c'était vraiment développer un MVP, donc la première version mise en prod de ce moteur de règles, sur lequel je ne suis pas intervenue, ainsi que du module IA qui génère les règles de data quality. Donc c'est là que je suis intervenue. Donc voilà l'idée. Alors pourquoi? Quel est l'intérêt de faire ça? C'est aussi un intérêt organisationnel. Pourquoi? On peut faire du développement assisté par IA. On pourrait même donner, en fait, j'ai envie de vous dire de façon absurde, un prompt au métier qui copie-colle sur ChatGPT pour générer du code. Voilà, c'est possible dans l'absolu. Mais l'idée d'avoir vraiment ce service IA intégré dans le front-end, dans l'interface de ce moteur de règles, c'est aussi de soulever des problèmes organisationnels et de faciliter cela. Parce que lorsque les métiers vont générer eux-mêmes leur code, ça va leur éviter de passer par plein d'étapes qui est d'ouvrir un ticket, attendre que ce ticket soit priorisé. Une fois qu'il est priorisé, il faut qu'il soit développé. Une fois qu'il est développé, il faut qu'il passe par 3 environnements en non-prod et 2 environnements en prod. Donc voilà, vous imaginez bien, il y a plein de process qui sont assez longs. Il faut que ça passe par la QA, etc. Donc là, ça nous permet vraiment de bypasser toutes ces étapes et d'aller directement enrichir ce moteur de règles. Donc les intervenants, je ne vais pas trop passer de temps sur cette slide, mais l'idée, c'est vraiment de voir on était une équipe pluridisciplinaire. Donc on a un Scrum Master, un PO forcément, un architecte de solution. Ici, on a toute la partie back et front, donc ceux qui ont développé le moteur de règles et le front-end de notre produit. Et là, vous avez la petite partie IA. Du coup, qui est intervenu.
Donc nous, chez Ipon, on développe beaucoup une approche Discovery to Delivery. Donc je pense que ceux qui ont fait un peu de produits sont peut-être plus familiers avec cette approche. Donc c'est une approche où on va d'abord faire un cadrage et ensuite on va livrer ce qu'on a décidé de livrer. Donc on est passé par une phase de cadrage où on a défini la stratégie, défini l'architecture également, définir le use case. Que ce qu'il faut savoir aussi quand on discute beaucoup avec les métiers, c'est ils ont un peu tendance à faire leur lettre au Père Noël et vouloir beaucoup de choses. Et l'idée, c'est aussi de savoir prioriser quelle feature est-ce qu'on va développer et qu'on va mettre en place pendant ce MVP. MVP qui a duré plus ou moins 5 mois. Et aussi le ROI, donc quel sera le retour sur investissement. Le delivery, donc forcément on a la phase de build, on développe les agents et on valide de façon continue avec les utilisateurs cibles. Nos utilisateurs cibles, comme je disais, c'est plutôt du côté métier on va dire des account managers pour différents pays. Donc je l'ai pas dit, mais c'est un environnement international où c'est vraiment différents account managers de différents pays qui eux pourront annoter leur data. L'architecture, je vais pas forcément passer beaucoup de temps là-dessus, mais voilà, l'idée c'est vraiment de comprendre l'architecture fonctionnelle. Donc ici on a ce qu'on appelle un asset aggregator, donc c'est vraiment pour agréger la donnée qui se présente sous forme de topic Kafka pour pouvoir le donner à un asset manager qui lui va faire des rapports d'annotation. J'ai l'impression qu'on va pas me voir à la caméra si je bouge. Donc un asset manager qui lui va faire des rapports du coup pour pouvoir transmettre. Donc ces rapports d'annotation, comme je disais, où on détectait la data quality. Ici on a notre moteur de règles et cette partie-là, du coup, qui elle va permettre de générer les règles, comme je vous le disais, pour pouvoir générer des annotations. Du coup, je peux bouger. Top. Côté architecture logicielle, on est parti. Alors, c'est vrai qu'avec le client, on a beaucoup discuté de ce qu'il voulait, ce qui était possible de faire. La première approche qu'on voulait avoir, c'était une approche serverless avec des lambdas. Je ne sais pas si vous êtes familier avec AWS. Donc lambda, c'est un service qui permet de faire du serverless et de lancer du coup à la demande un bout de code et qui, je pense, aurait été aussi plus léger. Néanmoins, le client ayant une forte expertise sur Cube et étant plus familier avec Cube, même si c'est vrai que ça peut sembler un peu plus compliqué, pour le client, c'était plus simple du coup de déployer chaque microservice sur Kubernetes. Donc c'est EKS, le service managé de Cube pour AWS. Et du coup, nous, on est là. Nous, on se trouve ici. On est un microservice qui permet de générer des règles à partir de l'IA. Et pour ce faire, on va utiliser le service, bonsoir plutôt, le service Bedrock d'AWS qui, lui, hoste du coup tous les LLM qui vont nous servir à générer ces règles. Et ça nous permet aussi de rester dans un environnement AWS et de ne pas en sortir en fait. Et voilà. Du coup, nous, sur ce microservice, donc on l'a fait en Python. C'est vrai qu'on a eu aussi des discussions, est-ce qu'on le fait en Java, on le fait en Python. Moi, je pars du principe que si les mainteneurs, les gens qui vont maintenir ce microservice sont des data scientists et font du Python, il faut le faire en Python. Et l'idée aussi, c'était de pouvoir utiliser les librairies, voilà, les dernières librairies pour faire la GenAI. Et c'est aussi l'idée de l'architecture hexagonale. Pourquoi on a mis ça en place? Bon, déjà pour être dans les standards du reste de l'équipe, mais aussi pour pouvoir changer la technologie quand on veut. Donc si on veut, là actuellement on utilise LightLLM pour requêter notre Bedrock, mais demain si on a envie d'utiliser LangGraph, qu'on a eu l'occasion de tester, ou une autre librairie, c'est possible de le faire. Ainsi que FastAPI pour développer l'API et exposer le service aux utilisateurs. On a pu tester différentes librairies pour développer notre microservice. Donc moi je suis partie sur LightLLM, parce qu'on avait commencé avec LightLLM, ça marchait très bien et surtout notre logique était assez bien découpée, donc c'était très bien. On a pu tester LangGraph,
Mais pourquoi je suis pas partie sur LangGraph? Parce que je trouve qu'en l'état, on n'utilisait pas, on n'exploitait pas en entier la puissance de LangGraph. Donc je trouvais que ça valait pas la peine de migrer sur du LangGraph. Et là, on a Small Agent, du coup, qui est la librairie développée par Hugging Face, mais pareil, qui n'a pas été retenue, mais plus pour des questions de stabilité. En fait, donc vous pouvez voir dans leur dernière version, voilà, on avait peur, enfin, on voulait pas prendre le risque d'introduire une librairie qui n'était pas encore stable, mais qui le sera probablement dans quelques mois. Qui sait? Voilà, affaire à suivre. Du coup, comme je disais, donc on est parti sur de l'archi hexagonale côté logiciel, parce que voilà, on a cette facilité de pouvoir enlever, remettre la technologie qui nous intéresse. Côté infra, comme je disais, tout est hosté sur AWS, sur des pods Kubernetes, et du coup on a utilisé Bedrock pour requêter les LLM. Et je ne sais pas si vous connaissez assez bien le service Bedrock d'AWS. Personne d'autre? Non, du coup, c'est un... Mistral est dispo sur Bedrock. Oui, je sais. Ouais. Du coup, Bedrock, c'est un service managé d'AWS qui hoste des LLM directement et qui vous permet d'avoir accès à différents LLM. Donc, on a du Claude disponible dessus, on a du Mistral, on a des foundation models d'AWS. Le nom m'échappe, je crois que c'est Nova. Les modèles d'AWS. Donc voilà, tout cet ensemble de modèles qui sont déjà dispo sur le service managé d'AWS, Bedrock, sans forcément avoir à se connecter sur une API externe, ouvrir un accès à Internet, etc. Ça permet vraiment de rester sur l'environnement AWS. Du coup, je vais vous montrer un peu l'UI, comment ça se présente du moteur de règles, tout particulièrement la partie AI, et vous refaire le parcours utilisateur. Donc là, on a un utilisateur qui arrive sur la page. Donc là, vous avez le panneau qui vous permet de générer la règle. Donc vous pouvez l'écrire ici en langage naturel. Donc là, on en a écrit une, c'est la largeur du panneau doit être supérieure à 10. Voilà, il n'y a pas forcément d'intelligence métier derrière, mais c'est un exemple pour vous le montrer. Et comme je disais, l'intelligence métier vient vraiment de l'utilisateur qui saura du coup ce qu'il y a besoin d'écrire là-dedans. Et donc là, l'utilisateur obtient la règle. Donc c'est une fonction anonyme en JavaScript. Et un petit rapport du coup sur la règle générée. Donc si le LLM, l'agent LLM est favorable ou non à l'intégration de cette règle dans le moteur de règles. Est-ce que jusque-là c'est clair, tout le monde? Donc, comment fonctionne le workflow du microservice générateur de règles? Donc, on a notre utilisateur qui va décrire sa règle et qui va également décrire les annotations liées à la règle. Donc, comme je vous le disais, une règle, ça ne va pas corriger la donnée, ça va lever une annotation pour derrière permettre à d'autres équipes de pouvoir travailler dessus. Et du coup, ces annotations, si vous vous rappelez de l'architecture fonctionnelle, donner lieu à des rapports qui étaient du coup consommés par les équipes concernées. On a un schéma des données agrégées, donc des fameux topics Kafka sur les panneaux publicitaires digitaux qui sont agrégés. Et là, on a 2 agents. Donc, est-ce que tout le monde sait ce que c'est un agent en IA? Ok, j'ai l'impression que oui. Donc, super. Donc, on a un premier agent qu'on a appelé rule generator qui, lui, va générer la règle lié du coup à ce qu'on a décrit en langage naturel. Donc ce premier agent, il va définir un nom de règle. Donc ce nom de règle, alors certes c'est une fonction anonyme JS, mais ça nous servait aussi d'ID pour notre règle. On a la fonction JavaScript associée, donc qui a été générée, et nous ce qu'on appelle un object type qui du coup découle en fait de ce schéma de données agrégé. Et ensuite, tout ça va passer dans un agent LLM as Judge. Donc, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est justement d'avoir cette approche un peu LLM as Judge qui va juger l'output d'un premier agent IA. Donc, lui va retourner un avis favorable ou défavorable pour l'intégration de la règle
et va donner des explications, des conseils pour améliorer le prompt. Si jamais, par exemple, il peut avoir ambiguïté dans le prompt ou autre cas. Et là, du coup, l'utilisateur, lui, un nom de fonction, un script de la fonction, donc c'est le fameux code que je vous avais montré, un object type, un avis et un commentaire sur le code généré. Un petit aparté sur l'IA et l'éthique. C'est vrai qu'on a tendance un peu à croire aveuglément ce que dit une IA et un peu à le prendre pour un oracle, en fait. Et je trouve que l'agent LLM Judge, il sert à ça aussi, à dire, voilà, faut quand même vérifier l'output. Et dans ce workflow, enfin, dans ce flow plutôt, on a aussi intégré un développeur pour qu'il valide ce qui a été généré parce que voilà, l'IA n'est pas un oracle, l'IA ne lit pas l'avenir. C'est quand même important d'avoir un humain qui est inclus dans la boucle et qui valide ou non ce qui a été fait. Donc du coup, je continue sur le workflow plus en détail. Donc ce qu'on a fait ici pour notre solution, c'est que on a essayé de mimer un workflow en nœud qui est assez bien décrit sur la librairie LangGraph, pardon. Du coup, bon, qui est un peu plus complexe que ça, mais nous, voilà, on a mimé ce comportement en faisant différents nœuds. L'idée, c'est qu'un nœud, c'est un call LLM, et en fait, votre call LLM, s'il est dédié à une tâche en particulier, tout comme un agent, il est meilleur. Donc là, on a les 4 nœuds qui correspondent à l'agent rule generator, donc qui va récupérer le bon champ dans le topic agrégé. Donc un qui va générer du coup le code, un qui va générer le nom de la fonction, un qui va générer nous ce qu'on appelle un object type, mais ça c'est plutôt côté métier. Voilà quel objet métier on retourne. Et là on a la partie LLM as Judge. Donc la partie LLM as Judge, en fait vous avez plusieurs checkpoints. Donc c'est comme si vous aviez des bullet points. En fait on vérifie plusieurs points et à la fin vous avez une note au final pour évaluer la solution, enfin ce qui a été généré. Donc on a d'abord une vérification technique, si la vérification technique est bonne. Donc par vérification technique, c'est tout ce qui est lié au code, comme si on avait un développeur en fait. Et la logique business, donc là plutôt la logique métier, est-ce que ce qui a été généré fait sens. Et ensuite pour générer un nœud qui est agrégateur et qui permet de voir du coup au global est-ce que ce qu'on a généré est bon ou pas. Et les différentes caractéristiques de ces nœuds, donc on a ce qu'on appelle un système prompt. Donc un système prompt, c'est vraiment quelque chose qui définit le persona, le rôle, les directives de ce que vous donnez à un nœud et à un agent. Et du coup, demande aussi beaucoup d'étapes de prompt engineering, d'itérations pour trouver le prompt qui va bien. Et ces itérations... Désolée, je vais boire de l'eau. Vous pouvez les faire, vous, en tant que développeur, pour tendre aux résultats que vous souhaitez, mais aussi travailler avec le métier. Prendre un dataset de test, faire runner votre programme dessus et voir avec les métiers est-ce que l'output correspond bien ou non à ce qu'on attendait. Et aussi le choix du langage, du modèle. Du coup, en fonction bien entendu des modèles qui sont disponibles sur Bedrock, nous on est parti sur Claude 4 Sonnet. Sauf qu'à ce moment-là, Claude 4 Sonnet était encore disponible sur Bedrock. Là aujourd'hui, il ne l'est plus. En tout cas, fin décembre, il ne l'était plus. Et on a basculé sur Sonnet mais 4.5, tout simplement. Et on a également des paramètres pour contrôler la créativité et la justesse du modèle LLM. Donc, ce que j'ai... Oh, c'est super gentil, merci. Donc, l'approche qu'on a eue, donc, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de collaboration avec le métier. Comme je le disais, au final, c'est un produit qui est adressé au métier et qui devrait refléter du coup leur expertise. Et par métier, on entend aussi du coup le back-end, nos développeurs back-end, puisque c'est du code généré qui va être intégré dans le moteur de règles. Donc les développeurs, notre développeur back-end senior,
qui était Sébastien que je vous avais montré précédemment. Donc lui, son expertise, c'est vraiment en termes d'architecture logicielle, de pattern de validation, est-ce que ce code respecte les principes solides, etc. Voilà, tout ce dont un développeur peut penser. Et nous, notre expertise, voilà, elle venait plutôt sur la partie prompt engineering, comment se comporte le LLM et la gestion des edge cases. Et du coup, le processus, donc on a itéré plusieurs fois, on a testé, on a vu ça avec le développeur, est-ce que ça fonctionne pas, on continue jusqu'à avoir un résultat qui nous satisfait. Cette expertise, elle est vraiment importante, parce que finalement, on peut pas inventer nous-mêmes ce qui doit être fait et ce qui est bon. Au final, ça reste l'utilisateur qui lui définit ce qui est OK pour lui. L'anatomie de notre système prompt, donc on a une structure, une signature, donc un format de fonction imposé. Donc comment est-ce qu'on veut que notre fonction anonyme se compose, et on lui donne des exemples qui sont déjà codés pour lui permettre d'apprendre dessus et avoir un output standardisé et lui dire voilà, je veux tel output, ou autrement votre LLM peut être créatif et en fait l'inventer de lui-même. Un LLM a tendance à halluciner beaucoup, donc il faut vraiment lui dire ce que vous voulez. Vraiment. Et l'agent IA, nous on l'a vraiment pris comme un stagiaire. C'est comme si on avait un stagiaire, un développeur stagiaire à notre disposition, et donc on lui détaille vraiment point par point ce qu'on veut. Et ensuite donc des principes sur la qualité de code et des contraintes métiers également, que ça on a pu récupérer des métiers, donc la gestion de la validité temporelle, un contexte business, comment est-ce qu'on structure les annotations, et une checklist de validation du coup de 8 points pour valider le code généré. Ce qu'on a obtenu, donc on a un module d'IA génératif qui est capable de comprendre une demande utilisateur et de savoir la traduire dans son contexte métier donné, lire un schéma de données, donc pareil, je parlais des topics Kafka, et d'en extraire les infos importantes, et d'écrire les fonctions JavaScript qui est associées, et de s'auto-évaluer. Donc finalement, comme je disais, c'est comme si j'avais un stagiaire en fait qui m'aidait, ou un dev junior qui m'aidait à comprendre le contexte et à demander en fait les tickets que je lui demande de réaliser. Et du coup, donc sur la génération de règles, on avait un cas de test avec 23 cas donnés. On en a réussi sur 20 sur les 23. Donc 20 cas ont apporté satisfaction. Et sur l'auto-évaluation des règles, donc le second agent, là on avait 22 cas sur les 25 qui ont été considérés comme bons. Et donc une collaboration qui fonctionne, oui. Donc comme je disais, on est développeurs IA, mais au final on reste au service des utilisateurs. Et je trouve que cette collaboration a vraiment bien fonctionné. C'est ça aussi qui a permis d'avoir de la réussite sur la génération de règles, mais aussi sur l'auto-évaluation. Et cette expertise métier qu'apportent les gens avec qui on a pu collaborer était vraiment importante. Autrement, on n'aurait pas pu deviner nous-mêmes les contraintes de qualité, voilà, valider la pertinence de ce qu'on a généré, parce que si ça tenait qu'à nous, je propose de prendre les questions à la fin, si ça vous va. Ça va à tout le monde de prendre les questions à la fin ? De valider la pertinence des outputs, parce que j'ai envie de dire, si ça tenait à nous, tout ce qu'on a généré, mais voilà, ça permet aussi d'ajouter de la nuance dans ce qu'on a fait, et d'affiner nos deux agents, et de guider l'IA du coup pour avoir le bon contexte business que nous du coup on n'a pas forcément en tant que développeurs. Néanmoins, ce modèle de collaboration reste isolé à notre projet, et c'est là que du coup j'ai pu mener une réflexion un peu plus orientée platform engineering que j'aimerais bien vous présenter. Donc là, l'idée qui en est ressortie, c'est avoir une plateforme où chaque utilisateur crée son propre agent IA spécialisé, l'expose à la communauté. Donc la communauté, ça peut être tout simplement l'entreprise qui l'utilise, qui peut être réutilisée par d'autres personnes dans cette communauté, et justement faciliter la collaboration entre experts métiers et les développeurs IA, parce que déjà la plateforme est déjà mise en place. Et finalement,
plutôt que d'avoir une équipe qui travaille pour un seul agent IA, notamment celui que je vous ai présenté. Là, on pourrait avoir une plateforme collaborative où tout le monde pourrait travailler ensemble. Et du coup, s'appuyer sur les principes de plateformisation, de platform engineering. Donc, API first. Donc, chaque agent expose ses capacités via API. Donc, ça, c'est vraiment une conviction qu'on porte. Vraiment toujours exposer le service que vous développez, des microservices. Donc finalement, vous auriez toute une constellation de microservices contenant un agent IA spécialisé dans son use case, le catalogue d'agents qui serait disponible et exposé à tout le monde, et du coup avoir une gouvernance, donc des standards de qualité et de validation communautaire. Donc là, j'ai imaginé quelques cas d'usage. Donc là, on a un agent de générateur de règles, par exemple. On pourrait avoir un agent d'analyse de données. Ça, c'est possible aussi. Un agent de validation métier, voilà. En fait, il y a autant de use cases que vous pouvez en imaginer. Et c'est ça aussi qui est magique, en fait, avec le platform engineering. Pour terminer cette présentation, donc ce que j'en ai retenu, c'est que le discovery, donc le cadrage, c'est vrai qu'à continuer pendant le delivery. Donc, c'est vrai qu'on a des clients qui s'expriment sur ce qu'ils veulent. Et finalement, quand on continue d'affiner, on a encore des besoins, on affine des besoins. C'est vrai qu'il faut quand même avoir cette casquette un peu product manager pour continuer à comprendre ce dont les clients veulent. D'où un besoin flou forcément au début. Et je pense que ça, c'est vraiment symptomatique de tous les clients qu'on a. Au début, il y a un besoin, puis on continue à l'affiner et en fait, on se rend compte que c'est autre chose. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était la cohésion d'équipe. Donc, comme je disais, c'était une équipe très pluridisciplinaire. Et j'ai vraiment adoré bosser avec des dev back, avec le produit, on a l'habitude, mais des architectes, c'était vraiment très sympa. Peut-être le côté un peu innovation aussi de ce projet. Et un client satisfait, ça pour le coup, je pense que ça c'est le nerf de la guerre. Donc un client satisfait nous satisfait. Donc voilà, c'était tout pour ma présentation. Merci.